tu dois absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as déjà eu à travailler avec la donnée, que ce soit pour des projets de data ou encore des projets de IA, pour faire l'analyse de données, la visualisation de données ou encore même la création des modèles de machine learning, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Crois-moi, tu ne seras pas déçu, ça ce n'est pas du bullshit. Je vais te montrer une nouvelle façon de traiter ta donnée que tu ne connais sûrement pas et je suis convaincu que tu n'as jamais entendu parler de ça. Donc, tu peux déjà voir un avant-goût sur mes écrans. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de la géomatique, je vous invite à partager cette vidéo massivement à votre réseau afin de faire connaître ce beau domaine. Pour ceux qui sont dans le domaine de l'IA ou encore les data ou encore les développeurs logiciels, je vous invite aussi à partager cette vidéo à votre réseau si vous trouvez pertinent. Dans le cas contraire, supprimez-moi, signalez-moi et faites tout ce que vous voulez. Mais croyez-moi, vous allez trouver ce contenu nulle part ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, je vous mets dans le contexte. Ce week-end, j'ai assisté à mon premier hackathon à l'Université de Montréal en machine learning et j'ai remporté. J'ai remporté uniquement parce que j'ai utilisé la puissance de mon domaine qui est la géomatique, ce qui m'a permis de créer un dataset robuste afin de le préparer pour notre modèle de machine learning. Donc là, je vais me diriger sur mon ordinateur pour vous parler du projet, vous présenter le dataset et vous montrer l'astuce que j'ai mise en place pour pouvoir résoudre ce problème. Je suis convaincu que si tu es data scientist, data analyst ou encore ingénieur en IA et que tu n'as pas de compétences en géomatique, je ne pense pas que tu serais capable de résoudre ce problème. Si tu penses que tu serais capable de résoudre ce problème sans utiliser ce même process, je mets 100 $ en jeu et n'hésite pas à me partager ta solution dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, c'était quoi notre challenge ou encore c'était quoi notre projet à ce hackathon qui s'est passé à l'Université de Montréal pendant 2 jours? Donc, les villes québécoises font face à un double défi, notamment les émissions de gaz à effet de serre par les bâtiments et aussi la résilience face aux événements climatiques. Mais en réalité, ils ont diverses sources de données, notamment les données sur la consommation d'énergie qui sont éparpillées sur Hydro-Québec Énergie, et aussi les données sur la vulnérabilité climatique, notamment les îlots de chaleur, les zones inondables, les pluies extrêmes et aussi pas mal d'autres sources de données. Le challenge, c'est quoi? Comment on peut donc combiner toutes ces sources de données afin d'identifier les bâtiments qui sont à haut risque ou encore qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre? Donc, vous pouvez voir ici là. Le but, c'est vraiment de croiser les données énergétiques et climatiques pour identifier les bâtiments où une rénovation ou une adaptation aurait le plus grand impact combiné, notamment celui de la réduction des gaz à effet de serre et aussi la réduction des risques climatiques. Donc, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble le dataset premièrement et vous pourrez me dire en commentaire comment est-ce que vous pouvez faire pour croiser ces jeux de données-là sans utiliser l'approche que je vais vous montrer. Donc, si j'ouvre ici VS Code, je vais ici cliquer aussi sur les bâtiments. Ça, ce sont les données que j'ai déjà eu à télécharger. Donc, si je fais ici ouvrir mon CSV, vous pouvez voir qu'on a le ID du bâtiment, on a le nom, on a l'adresse, on a pas mal d'informations, mais on n'a pas les données ici là sur l'emplacement, donc on n'a pas de colonnes qui sont identiques entre les deux datasets. Donc, si par exemple j'ouvre le deuxième dataset, vous pouvez voir ici, vous voyez qu'on a un jeu de données, mais il n'y a pas d'informations ou encore les mêmes ID de bâtiments ou encore des colonnes qui se ressemblent afin qu'on puisse joindre les jeux de données. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas d'autre chose à faire que d'utiliser la puissance de la géomatique. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai résolu ce problème. Vous pouvez voir ici, mon sheet est là. Et aussi, je vais aussi mettre dans la description aussi le lien vers le repo Git. Donc, vous pouvez voir que voici à quoi ressemble le repo Git. On a eu 2 jours, 71 commits. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez voir ici là. Donc, voici la visualisation ici. Voici les pop-up, la distribution et pas mal d'autres informations sur le projet. Car il fallait créer un pipeline reproductible afin de permettre aux gens aussi de refaire sur d'autres données. Donc, vous pouvez voir ici ceux qui ont contribué à ce projet. Donc, revenons à nos moutons. Donc, si je reviens ici maintenant sur notre dataset, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai procédé en utilisant la géomatique pour résoudre ce problème. Première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On a les données sur les bâtiments, mais en tant que géomaticien, il y a quelque chose qui a frappé, qui m'a donné comme une puce, ou encore qui m'a donné une idée, c'est vraiment les adresses. Vous savez, à partir des adresses, on peut avoir des coordonnées. C'est un peu le même principe qu'on a lorsqu'on va sur Internet. Donc, vous avez par exemple votre nom de domaine, mais derrière, c'est l'adresse IP qui intervient. C'est aussi le même principe. Donc, ici, on a l'adresse,
Mais en arrière, c'est le même principe qui intervient. Ce sont les coordonnées qui interviennent. De la même façon que quand vous utilisez vos GPS sur Google Maps, vous entrez par exemple un nom, mais derrière, ce sont des coordonnées ou encore des géométries qui sont manipulées en arrière. Ne vous inquiétez pas, on va tout voir ça en détail. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris la colonne des adresses ici, j'ai fait ce qu'on appelle le géocoding, c'est-à-dire quoi? À partir du nom de l'adresse, je peux trouver la coordonnée. Donc, vous pouvez voir ici là que dans mon fichier que j'ai appelé géocoding, si je viens un peu plus haut, vous pouvez voir que j'ai chargé les données des bâtiments, j'ai créé les coordonnées latitude et longitude et j'ai fait appel à l'API de Google Maps afin d'extraire les coordonnées. Donc, vous pouvez voir ici là que il y a mon API que j'ai généré sur Google Cloud Platform, Google Cloud Console. Et j'ai créé cette fonction-ci qui me permet, par exemple, ici, d'avoir les informations telles que la latitude et la longitude. Donc, ça me retourne ici la location. Ici, j'extrais la latitude et la longitude. Et vous pouvez voir que je me suis d'abord créé ici une première boucle qui me permettait, par exemple, d'ajouter dans ma table attributeur au niveau des bâtiments, d'ajouter les informations sur la latitude et la longitude. Mais j'ai eu une erreur parce qu'il y avait des informations. L'API n'était pas capable de trouver toutes les adresses. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant mettre juste une simple condition. Je dis que dans le cas où il n'arrive pas à trouver, il me retourne non. Et maintenant, moi, par après, j'avais la possibilité d'extraire les valeurs qui étaient non. Donc, on peut voir ici là que en faisant ça, je peux identifier qu'il y avait une valeur qui était non. Et là, je pourrais maintenant retirer cette valeur-là de mon dataset. Maintenant, à quoi ça ressemble ce dernier? Si par exemple, je viens ici, vous pouvez voir que bâtiments municipaux, géo, vous pouvez voir ici. Je peux désactiver tout ça. J'active. Voilà ici à quoi ressemblent les bâtiments. On peut voir que à partir des adresses qu'on avait, on a pu maintenant générer ce qu'on appelle, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez bien voir parce que je n'ai pas pris le temps de vous montrer le résultat. Si je monte là, vous pouvez voir que à ce niveau-ci, on n'avait pas d'informations sur la latitude et la longitude. Mais plus tard dans le dataset, on a ajouté les informations sur la latitude et la longitude. Vous pouvez voir ici qu'on a les valeurs 45, 73 et tout. Et maintenant, c'est grâce à ça que j'ai pu. Ça, par exemple, c'est un logiciel de GIS, c'est QGIS, c'est libre et c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Si je fais juste QGIS, on n'a pas besoin de ça, mais c'est juste pour vous montrer la visualisation. Vous pouvez par exemple le télécharger facilement. Il est gratuit, il est open source. Donc, si maintenant je viens ici au niveau de la table attributaire, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent maintenant ces informations. Vous pouvez voir maintenant que dans la table attributaire ici, on a les informations ici, je vois ici bien, bâtiments municipaux géo. On a les informations ici notamment sur la latitude et la longitude. Donc, vous pouvez voir que ces deux colonnes qui étaient auparavant vides ont maintenant des informations sur la latitude et la longitude. Et vous pouvez facilement les ouvrir dans votre logiciel de JS. C'est le même principe qui est souvent utilisé lorsque vous utilisez par exemple Power BI pour afficher les données ou encore lorsque vous avez votre dataset, vous voulez par exemple afficher vos points sur une carte web, sur votre application web. Donc ça, c'est un peu le même principe que vous utilisez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le géocoding, c'est-à-dire quoi? À partir d'une adresse, on peut attribuer maintenant une coordonnée. Cette coordonnée-là, on peut aussi la transformer en géométrie. On va voir ça plus tard. La géométrie, c'est tout simplement, ça peut être un point, ça peut être une ligne ou encore ça peut être un polygone. Donc ça, c'est la première des choses que j'ai effectuées. C'était vraiment de faire le géocoding. Maintenant, revenons un peu ici. Vous pouvez voir ici, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Géocoding, énergie et bâtiment. Maintenant, on avait maintenant la deuxième source de données, c'était vraiment la consommation d'énergie. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a l'information sur la consommation d'énergie des bâtiments. Maintenant, j'ai aussi vu le même pattern. Donc, au niveau de la consommation d'énergie des bâtiments, si je viens ici, on cherche consommation d'énergie, ok, on a énergie data. Vous pouvez voir ici que voici le dataset. On peut voir qu'ici, il n'y a pas d'information ici sur la latitude ni la longitude. Mais ici, on a quand même les informations ici sur l'adresse. Donc, j'ai fait le même principe. J'ai créé les colonnes latitude et longitude vides. Ici, on peut voir que voici le jeu de données que j'ai chargé. Et ici, j'ai mis ma condition. On peut maintenant voir que après tout ça, on a maintenant les informations ici sur la latitude et la longitude dans le dataset. Donc, on peut voir ici qu'on a latitude, longitude et localisation. Ça, c'est vraiment l'appel qui a été fait à l'API. Donc, vous pouvez voir que ici, on appelle get latitude, longitude. Je passe ici l'adresse civique et je passe aussi mon API de Google. Donc, vous pouvez voir que c'est sur ce dataset-là que je travaille. Et ici, il y avait mon API qui avait été défini, que j'ai malheureusement supprimé lorsque je faisais mon commit sur Git. Donc, si maintenant je prends cette information, notamment au niveau des énergies, on peut voir que j'ai fait le export, je ne sais pas, quelque part là, énergie. Sûrement là, on ne voit pas, mais bon,
Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, maintenant, on a comme les informations ici sur l'énergie. Donc, on peut voir que voici ici une source d'énergie, voici une source d'énergie, voici une autre source d'énergie. Maintenant, où est-ce que entre en jeu encore la puissance de la géométrie? C'est que à partir de ces informations, notamment la latitude et la longitude, on peut créer un point. Donc, on peut créer comme un point sur la surface ici. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ici ce qu'on appelle la création de la géométrie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai passé ici ma latitude et ma longitude pour créer maintenant un point. Donc, si je vous montre ici à quoi ça ressemble, si je scrolle juste vers la fin, vous pouvez voir qu'on a une colonne géométrie qui est un point. C'est juste une coordonnée x, y comme vous connaissez sûrement. Mais ça, c'est vraiment la puissance de la géométrie parce que avec la colonne géométrie ici, on peut faire beaucoup d'analyses. Je vais vous montrer dans la suite, mais je préfère quand même vous donner un avant-goût. Qu'est-ce qu'on fait ici? Étant donné qu'on veut joindre les jeux de données ensemble et qu'on n'a pas de colonne qui se ressemble, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple dire que, OK, à partir de ce point de bâtiment, si on peut voir que ça, c'est vraiment les points de bâtiment ici, cherche-moi la source d'énergie la plus proche et prends cette valeur-là, attribue-moi, ajoute ça à ma table attributaire ou encore à ma table. Donc, vous pouvez voir ici là que sur ce point-ci, par exemple, qui est ici, le point de bâtiment qui est situé ici, on peut voir que la source d'énergie la plus proche, c'est celle qui se retrouve ici. Donc, ça, c'est vraiment la plus proche. Donc, si je clique ici au niveau, je vais désactiver, au niveau de source d'énergie. Attendez, ouais, je vais sélectionner la source d'énergie. Donc, on peut voir que voici la source d'énergie la plus proche. Et on peut voir ici des valeurs. Donc, on a ici, là, par exemple, l'année, c'est 2023. On a une émission qui a 15,35. Maintenant, si je vous montre le résultat que j'ai obtenu, voici encore le même bâtiment qui était là précédemment ici. Je clique un peu sur ce bâtiment-ci. Donc, je vais venir ici, là, je clique sur ce bâtiment. On peut voir ici là qu'on a les mêmes valeurs que je vous ai montrées précédemment, notamment 15,35 au niveau d'émission et 2023. Mais ça, c'est toujours vraiment la couche des bâtiments qui a été, vous comprenez, avec la couche d'énergie. Donc, mais si je viens par exemple ici auparavant, là, le point qui était là avant, vous pouvez voir que ici, on n'a pas d'informations sur l'énergie. Vous pouvez voir dans la table attributaire, il n'y a rien. Je ne peux même pas scroller. Or, si je reviens ici, on a les informations sur l'énergie. Donc, si je fais comme un clic encore parce qu'il faut le sélectionner, vous pouvez voir que je peux scroller. On a vraiment les informations sur l'énergie. Ça veut dire quoi? Les données qui étaient dans cette table-ci ont été jointes avec les données des bâtiments. Donc là, maintenant, si j'ouvre la table attributaire ici, vous pouvez voir qu'on a pas mal d'informations, notamment, on a plus d'informations qu'auparavant. Avant, la table était juste ici. Là, maintenant, on a plus d'informations qu'auparavant. Donc, ça, c'est vraiment un peu la force un peu de la géométrie. Et c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Si maintenant, je reviens dans mon fichier d'analyse, on va venir au niveau de... Vous pouvez voir ici là qu'on a ce qu'on appelle ici le système de projection, ou encore le système de référence, ou encore le SRID. C'est un peu ça, je vais parler un peu de ça plus tard. Mais on a vraiment besoin de ça pour créer notre colonne géométrique. Donc, à quoi ce dernier correspond? Je vais revenir ici vous expliquer. Il y a pas mal d'explications à faire ici. Donc, en géométrie, on a ce qu'on appelle les systèmes de coordonnées. Donc, mais généralement, on considère la Terre comme étant comme une surface sphérique, mais certains disent que elle n'est vraiment pas sphérique, donc ils disent qu'elle ressemble à une ellipsoïde. Donc, elle a cette forme ici. Je pense que, je ne sais pas si j'ai une forme de l'ellipsoïde ici, mais on peut taper ici là, à quoi ressemble l'ellipsoïde. Donc, si je tape par exemple ellipsoïde, vous pouvez un peu voir à quoi elle ressemble ici. Donc, c'est ça. Donc, voilà à quoi ressemble ça. Mais vous rendez compte que lorsque vous ouvrez par exemple certains logiciels, vous voyez que la Terre est vraiment sphérique. Mais sur Google Maps, par exemple, la Terre est sous forme d'un plan. Mais comment se fait-il qu'une Terre qui est supposée être sphérique, mais on la voit par exemple, on a souvent des cartes aussi, on voit que c'est un plan. Mais comment ça se passe? Il y a ce qu'on appelle ici les projections cartographiques. Ça veut dire quoi? On prend par exemple une Terre qui est supposée sphérique, on fait par exemple passer une enveloppe convexe, je ne sais pas quoi, on la déplie pour maintenant avoir une surface planimétrique. Mais en passant d'un truc qui est sphérique ou encore qui est ellipsoïdique à un truc qui est planimétrique, vous savez qu'on introduit ce qu'on appelle des distorsions, notamment les distances ne sont plus les mêmes, les surfaces ne sont plus les mêmes et pas mal d'autres choses. C'est ce qu'on appelle les projections cartographiques. Donc on a les projections qui conservent les distances, les projections qui conservent les formes, les projections qui conservent les angles ou encore les superficies ou encore les airs.
Donc, c'est maintenant à vous de savoir quelle projection vous arrange. Vous pouvez voir ici là que on a une projection ici qui est équirectangulaire. On a une autre ici, on a une autre là. Mais tout ça provient du fait que la Terre est sphérique. Je ne sais pas si on a ici la forme Terre. Maintenant, vous pouvez voir. Donc, ça veut dire qu'on prend cette surface qui est comme ça. Et puis maintenant, on la déplie maintenant pour avoir un plan. Donc, ça c'est ce qui nous donne les listes de projection. Il faut comprendre une chose. Lorsque, par exemple, j'utilise ce que je vous ai montré tantôt, le SRID, vous pouvez voir ici, là, si je reviens ici, j'ai utilisé le 4326. On va revenir un peu pour vous montrer, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Vous pouvez voir que j'ai ici utilisé ce qu'on appelle un code qui est le 4326. Donc, lui, sa particularité, c'est quoi? C'est que les unités sont en degrés. Ça veut dire que si vous mesurez, vous faites par exemple une mesure de distance ici. Si par exemple, je prends mon étude de mesure de distance ici que je mesure, là, j'ai les valeurs. Normalement, ça c'est commis automatiquement par le logiciel, mais toutes les opérations que j'effectuais avec ces coordonnées qui sont dans ce système, dans ce SRID ou encore système de référence là, les informations seront en degrés. Donc, généralement, il faut le convertir à ce qu'on appelle un système de coordonnées projetées. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a fait la projection maintenant, vous pouvez maintenant mesurer les angles qui seront maintenant en mètres. Donc, il faut vraiment vous rassurer de ça. Là, je vais vous donner juste un peu de contexte, mais si vous êtes intéressé réellement, je pourrais maintenant passer ça en détail avec vous, car ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, vous pouvez voir que là, maintenant, on a les énergies que j'ai exportées. Comme je vous ai montré tantôt, je vous ai montré à quoi ressemblaient les données d'énergie. Et puis maintenant, ici, on a encore créé la géométrie aussi pour les bâtiments. Donc, on peut voir qu'à partir de la longitude, la latitude, j'ai créé ma colonne géométrie avec aussi un SRID qui est à 4326. Donc, là, maintenant, c'est la version finale. Maintenant, ce que je vous ai montré tantôt, c'est que j'ai effectué ce qu'on appelle une jointure spatiale. Donc, entre mes données de bâtiment et mes données d'énergie, j'ai fait une jointure spatiale. Ça veut dire quoi? Je vais, par exemple, ici, la trouver. Quelle est la source d'énergie la plus proche de mon bâtiment? Donc, c'est la seule façon que tu peux faire ce genre de croisement de données tel que je vous ai parlé à l'énoncé. Donc, c'est quoi? Tu as tes données de bâtiment, tu as tes données d'énergie, mais comment joindre les deux ensemble? On peut se dire quoi? Si l'énergie se trouve à une telle distance et à une telle puissance, ça veut dire quoi? La source d'énergie là pourrait aussi avoir de l'impact sur mon bâtiment qui se retrouve peut-être à 10 km de cette source d'énergie là. Donc, je peux dire que, OK, je prends les valeurs de cette source d'énergie là, j'attribue à mon bâtiment. Ça, c'est ce qu'on appelle les jointures. Donc, ça veut dire que j'ai fait vraiment la jointure par rapport au point le plus proche ou encore la source d'énergie la plus proche. Donc, vous pouvez voir que j'ai généré une nouvelle couche que j'appelais ici la geobâtiment.csv. Donc, si je viens ici la géoénergie, vous pouvez voir que voici le résultat ici là. Mais comme je vous ai montré tantôt, la table d'activité, vous pouvez voir qu'elle est vraiment plus grande. Ça veut dire quoi? Elle a les informations sur les bâtiments et aussi les informations sur l'énergie. Donc, j'ai combiné mes sources de données. Vous voyez quand même un peu la puissance de la géométrie. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exporté en CSV. Puis maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle le clean-up. Ça veut dire quoi? Je me rends compte que lors de l'étape de géocodage, il y a des points qui ont été mal géocodés. Vous pouvez voir que les valeurs ici, moins 75, ça sont les valeurs de latitude, longitude ici. Vous voyez que là, on se trouve quasiment à Montréal. Si je viens par exemple dans mon logiciel ici, vous pouvez voir que voici les mêmes valeurs ici, on est à Montréal et tout. Mais par contre, on se rend compte que lors du géocodage, il m'a trouvé des points qui sont situés ailleurs. Donc, on peut les voir ici, par exemple, sur la carte. Je suis ici à Montréal, ici on peut bien voir Montréal, mais il a trouvé des points en France et ici. Donc, on peut voir que ça, c'est une erreur. Qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant retirer les points de mon dataset. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait un plot ici pour afficher ces points-là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié les ID de ces points-là. Et j'ai créé une nouvelle fonction qui me permettait, par exemple, de retirer ces points. Donc, ce dernier m'a permis de générer une nouvelle carte. Si je zoome out, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de points qui se situent en France ou encore dans l'autre endroit. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pour traiter les données. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis maintenant attaqué maintenant aux îlots de chaleur. Donc, si je reviens maintenant ici, j'affiche un peu. Voici à quoi ressemble la couche d'îlots de chaleur. Donc, vous pouvez voir que si je fais maintenant ici un Open Attributable, vous pouvez voir qu'on a pas mal d'informations ici, notamment l'îlot fraîcheur, l'îlot chaleur et tout ici. Bref. Et maintenant, la géométrie aussi qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle vraiment un multipolygone. Je vous ai dit qu'on va parler des géométries. Dans les géométries, il y a des points, il y a des lignes, il y a des polygones, des multipolygones, des multilignes et tout. Donc, comme son nom s'indique, point, c'est un point, ligne, c'est une succession de points, polygone, succession de lignes fermées, multipolygone, plusieurs polygones et tout, et ainsi de suite. Donc, on peut voir maintenant ici là que
Voici à quoi ressemblent un peu, par exemple, les îlots de chaleur. Donc, voici la couche ici qui ressemble. Mais comment est-ce que j'ai fait pour la charger? Donc, ici, j'avais par exemple un geodesone. Quand vous voyez geo, vous pensez géolocalisation. Vous pouvez voir ici qu'on a un multipolygone. Vous voyez qu'on a les coordonnées qui sont à l'intérieur. Mais vous pouvez voir ici que les coordonnées ici là diffèrent des coordonnées qu'on avait précédemment. On a ici par exemple 270, machin. Ça, ce sont des coordonnées qui sont projetées, qui sont à mètres, comme je vous ai dit précédemment. Donc, vous pouvez avoir des coordonnées qu'on avait précédemment qui étaient en latitude, longitude, qui étaient en degrés. Et là, maintenant, on peut voir que dans 2700, ça, c'est vraiment des coordonnées qui sont projetées et qui sont en mètres. Ça veut dire que si tu télécharges cette couche de données et que tu l'ouvres dans ton logiciel, toutes les mesures ou encore les calculs que tu vas effectuer seront en mètres ou encore en mètres carrés si tu sais que tu calcules la superficie. Donc, là, c'est ça. J'ouvre mon fichier ici, geodesone, sur la chaleur et tout. J'affiche quelques informations ici pour voir un peu à quoi il ressemble. On peut voir qu'ici, on avait déjà une colonne de géométrie, donc plus besoin de créer la colonne de géométrie. La géométrie, c'est tout simplement la force, la forme de l'objet et tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici là? Je prends maintenant ce qu'on appelle les îlots de chaleur pour essayer de trouver le SRID pour voir. On peut voir ici qu'il est à 29,50 parce qu'il faudrait que lorsque j'effectue mes opérations entre deux sources de données, il faudrait qu'ils soient dans le même système de référence spatiale. Donc, si par exemple ici je vois on a 29,50, ici qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant reprojeter les points de bâtiment qui étaient en 43,26 vers le 29,50. Donc, là maintenant j'ai reprojeté les points de bâtiment. Vous pouvez voir que les bâtiments maintenant sont maintenant en 29,50, sont dans le même système de projection. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant faire quelques analyses et supprimer ce qui ne m'intéresse pas et tout et tout. Puis maintenant, après, je peux maintenant refaire encore ce qu'on appelle maintenant une jointure spatiale. Vous voyez cela qu'il y a maintenant un prédicat ici et je vais un peu essayer de vous expliquer ça. Donc, si je reviens par exemple ici et je cherche par exemple au niveau de DE9IM, ça c'est ce qu'on appelle la matrice en 9 intersections spatiales. Ça c'est vraiment la base de l'analyse spatiale. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire en analyse spatiale, c'est à partir de ça. Donc, on peut voir ici qu'on a intérieur, intérieur, est-ce qu'il se touche, bord intérieur, bord extérieur, bref, vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vérifier si les deux géométries sont égales, s'ils sont disjoints, s'ils se touchent, si une géométrie contient l'autre, ou encore si l'autre couvre l'autre, ou encore si l'autre intersecte l'autre, si l'autre se trouve à une distance de. Donc, il y a tellement, si l'autre traverse l'autre, si l'autre overlaps, il y a tellement de trucs que vous pouvez faire ici. On peut voir ici là que est-ce que A est dans B, est-ce que A touche B, est-ce que A touche B, est-ce que A traverse B. Donc, ça, ce sont des analyses que vous pouvez faire à partir des données spatiales. Donc, au départ, je suis convaincu que vous, en tant que data scientist ou encore en tant que data analyst ou encore IA, machine learning engineer, vous avez souvent des données qui ont des colonnes telles que la longitude, la latitude, mais vous les utilisez uniquement pour afficher ça sur Internet ou encore créer des dashboards avec Power BI. Alors qu'en créant la géométrie, vous pouvez maintenant faire ces analyses spatiales. Par exemple, je suis un client, j'ai mon local, je veux savoir, est-ce qu'il y a des clients qui se retrouvent dans un rayon de 20 km à côté de moi? Oui, qu'est-ce que je fais? J'ai mon point qui est ma coordonnée où je me trouve, ou encore ma géométrie. Je crée ce qu'on appelle un buffer, c'est-à-dire quoi? Un cercle de 10 km par rapport à là où je me trouve. Et j'essaie de voir si à l'intérieur de ce cercle-là, est-ce qu'il y a mes clients qui se retrouvent à l'intérieur? Si oui, j'affiche ces clients-là. Donc, c'est simplement ça. C'est un peu comme si tu faisais une sélection. Donc, vous pouvez voir que ça, on pourrait entrer dans le détail si et seulement si vous vous mentionnez dans les commentaires ou encore vous êtes vraiment intéressé. Donc, c'est ce que j'ai fait ici là. Je me suis dit que, OK, voici ma géométrie des bâtiments, voici ma couche des îlots de chaleur. Je veux faire une jointure à gauche et mon prédicat ici, c'est routing. Donc, ça a fait une jointure entre les deux sources de données à partir de mon prédicat. On peut voir ici là que voilà les informations et voilà ma table attributaire maintenant qui contient maintenant les informations sur les îlots de chaleur. Donc, on peut voir ici là que voici maintenant les informations sur les îlots de chaleur qui ont été ajoutées à ma couche de bâtiment. Donc, je peux peut-être ouvrir ici. Vous pouvez voir que j'ai ma couche ici que j'ai appelée géobâtiment îlot de chaleur. Si je clique maintenant sur une source de données ici, vous pouvez voir que on a pas mal d'informations maintenant ici là sur les îlots de chaleur. Donc, vous pouvez voir que ces informations ont été ajoutées à ma couche de bâtiment. Ça veut dire quoi? À date, à ma couche de bâtiment, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté maintenant les données sur l'énergie. On a ajouté les données sur les îlots de chaleur. Et on va maintenant ajouter les données sur maintenant la présence des zones inondables. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on peut dire que si un bâtiment se trouve le plus proche
d'un cours d'eau ou encore d'une zone inondable, ce bâtiment est à risque. C'est à nous maintenant de définir à quelle distance on estime qu'un bâtiment est à risque. Ça, ce sont des recherches qu'on pourrait encore effectuer pour avoir d'amples informations. Vous voyez à quel point c'est tellement beau, à quel point on peut faire des analyses dont la seule limite, c'est la pensée. Donc, vous pouvez voir ici que dans mon logiciel aussi, il y a pas mal d'outils qu'on peut faire, ce qu'on appelle des analyses vectorielles, l'analyse de création des données vectorielles, l'analyse de la géométrie, des overlays. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire à partir des coordonnées que vous avez tendance à négliger que je ne peux pas tout étaler dans cette vidéo. Donc, en gros, le problème qui m'a été donné lors de ce hackathon est un problème qui pourrait être résolu facilement juste en utilisant ces outils-là. Donc, revenons maintenant au niveau de notre code. On peut voir ici là maintenant qu'on passe maintenant aux zones inondables. Qu'est-ce que je fais ici? Je charge la donnée. Ça, c'était vraiment un JPKG. Je vérifie toujours si je suis dans le même SRID, le même système de référence et tout. Si c'est le cas, je reprojette. Si ce n'est pas le cas, je fais une reprojection afin que les deux couches qui doivent intervenir soient dans le même système de référence. Donc là, maintenant, on peut voir que j'ai une colonne distance que j'ai créée ici pour maintenant voir. Et maintenant, je peux m'amuser avec cette colonne distance-là. Je peux dire que, OK, si la distance se retrouve à moins de 10 km, au risque, si ça peut entre 10 et 20 km, le risque est moyen et tout, je peux vraiment faire comme je veux. Je peux vraiment faire le pré-traitement des données comme on le faisait avant, sans tenir compte de ça. Maintenant, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maintenant créé mon dataset final et tout. J'ai fait l'épuration des données, j'ai fait et tout, tout ce que je voulais. Puis maintenant, j'avais aussi fait quelques recommandations parce que il y a beaucoup de choses que j'ai fait ici, mais qu'on pourrait vraiment traiter autrement. Ça veut dire qu'on pourrait faire des analyses plus poussées. Et c'est ça que j'ai fait ici en tant que recommandation. Donc, vous pouvez voir que à partir des données qu'on avait au départ, qui n'avaient pas d'informations sur la géométrie ou encore sur la position, on a pu obtenir ces informations grâce à la géomatique. C'est vraiment dommage qu'on ne parle pas assez de ce domaine-là. Vous pouvez voir, j'ai fait un post sur LinkedIn et tout. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient, qui étaient un peu intéressés. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu les bases. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de la géomatique, à partir des données que vous avez habituellement, notamment les données sur les bâtiments ou encore les adresses et tout, nous, en tant que géomaticiens, on peut prendre ces données-là, on peut extraire les coordonnées. Grâce à ces coordonnées, on peut créer maintenant la géométrie. Et grâce à la géométrie, on peut faire des analyses très avancées dont la seule limite, c'est la pensée. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour définir une ligne de bus, ou est-ce que la ligne de bus doit passer dans une ville? Vous ne pensez pas, mais le but de la ligne de bus, c'est par exemple de desservir toute la population. On aimerait que chaque arrêt se retrouve peut-être à moins de 1 km de la maison de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Si tu sors de chez toi, tu marches moins d'1 kilomètre, tu es sûr de tomber à un arrêt de bus. Ça peut être un critère. Et maintenant, nous, en tant que géomaticiens, on prend ces données-là, on prend ces informations-là, on les compile, on les analyse et on peut maintenant créer des analyses très avancées, très robustes. Et laissez-moi vous dire que la seule limite, vraiment, c'est la pensée. Mais il faut tenir compte d'une chose. En jouant avec ces données, en jouant avec ces outils, on essaie vraiment de dégrader la donnée. Ça veut dire que la précision se perd. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu quittes par exemple d'une surface qui est sphérique à une surface qui est plane, il y a des déformations. Au fur et à mesure que tu quittes d'un autre système à un autre, forcément, il y a aussi des erreurs que tu introduis. Ou encore, lorsque tu utilises par exemple des outils, il y a des erreurs qui s'ajoutent. Donc ça, c'est vraiment autre chose qu'on pourrait en parler. Mais moi, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Et si vous êtes intéressé, je pourrais maintenant parcourir avec vous ce qu'on a fait notamment au niveau du machine learning. Vous pouvez voir qu'au niveau de l'exploitation des données, parce qu'il fallait créer comme un pipeline qui devait être reproductible afin de pouvoir être utilisé sur d'autres datasets. Donc, vous pouvez voir qu'on a fait pas mal de choses ici en machine learning. On a créé des pipelines, comment on a fait le pré-processing, comment on a entraîné le modèle, comment on a évalué le modèle et tout. Comme je vous ai dit que toutes ces informations sont disponibles vraiment sur Git. Et vous voyez que si je n'aurais pas ces compétences en géomatique, je ne pense pas qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats ainsi. Parce que grâce au dataset qu'on a obtenu à la fin, si je reviens ici, je reviens au niveau de Helper. Grâce au dataset que j'ai obtenu à la fin, je peux maintenant faire mes analyses très avancées. Comme je vous ai dit tantôt, je peux par exemple dire que, OK, telle colonne est importante, j'attribue un poids élevé. Telle colonne, je peux la normaliser, je peux la classer comme je veux, extraire les valeurs manquantes, faire ce que je veux. Une fois que j'ai ça, j'ai mes colonnes qui m'intéressent, j'ai mon poids et tout. Je peux comme créer ma valeur de sortie. Je peux par exemple dire que, OK, je la classe par ordre alphabétique. Ça veut dire quoi? Par ordre décroissant. Ça veut dire que la valeur ayant la plus grande valeur, c'est celle-là qui est la plus à risque.
Comme aussi, je peux aussi aller entraîner un modèle de machine learning et tout pour résoudre le problème aussi. Donc, à moi vraiment de voir, vous voyez que je n'ai vraiment pas besoin d'utiliser le machine learning. Juste en faisant ces analyses étape par étape, je peux faire vraiment des trucs très avancés. Donc, je pense que c'était vraiment ce que j'avais à vous dire. Et pour ceux qui sont intéressés, que ce soit les entreprises ou les particuliers, moi, je suis quand même actif sur LinkedIn et j'offre aussi des formations pour les entreprises qui veulent vraiment apprendre aussi c'est quoi le SQL spatial. Parce qu'il y a l'analyse spatiale que je vous ai montré, il y a aussi ce qu'on appelle le SQL spatial. Ça veut dire quoi? À l'aide du SQL, vous pouvez faire aussi les mêmes opérations. Il y a aussi, par exemple, le développement WebJS. Ça veut dire que, comme vous voyez souvent, on fait souvent des cartes et tout. Vous pouvez voir ici, j'ai des cartes que j'ai fait aussi avec des chatbots et tout pour afficher la donnée, pour visualiser la donnée, pour faire des analyses très avancées. Donc, si vous voulez apprendre ça, si vous voulez des formations pour votre équipe, pour apprendre vraiment le spatial, parce que laissez-moi vous dire que vous pouvez voir sur mon post ceux qui ont republié. Mon coéquipier avec qui je travaillais, il était tellement satisfait qu'il m'a fait comprendre qu'il va utiliser ça dans son travail. Donc, si je viens ici au niveau de républication, vous pouvez voir les commentaires des gens qui ont republié. Vous pouvez voir que il y a le voici ici, vous voyez. Ça veut dire que j'ai travaillé et tout, mais il était tellement stupéfait et il voyait comment ce dernier pourrait être intégré dans son travail. Donc, pour vous dire quoi, avec le SQL spatial, avec l'analyse spatiale, on peut faire des choses tellement avancées dont la seule limite, c'est la pensée. Et c'est dommage que ce domaine n'est pas connu, c'est dommage que ce domaine est méconnu du grand public, mais on va essayer de le valoriser. Et sincèrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Merci beaucoup.